Le 22 octobre 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vuneuil du film allemand Le Maître, Der Herrscher, texte intégral. Entouré d'une publicité beaucoup plus discrète que le malencontreux Patriote, dont mon ami Brasillac a dit ici la gaucherie et les invraisemblances, Der Herrscher, Le Maître, et par son poids, par son contenu, le meilleur film dramatique que l'Allemagne nous ait montré depuis le mois de juin dans son pavillon de l'exposition. S'il s'agit de l'ensemble du cinéma d'outre-Rhin, la palme doit revenir, bien entendu, au beau documentaire de mademoiselle Leni Riefenstahl. Der Herrscher est adapté d'une pièce de Gerhard Hauptmann. On est un peu effrayé de lire sur le générique, parmi les noms des collaborateurs, celui de madame Thea von Harbou, qui égara le vigoureux talent de M. Fritz Lang dans tant de scénarios primaires et échevelés, dignes de M. Abel Gans. Mais cette redoutable muse a été tenue cette fois à sa place. Le romantisme, le symbolisme de Hauptmann et de Thea von Harbou sont mis à l'alignement du Reich hitlérien et nous n'avons pas lieu de le regretter. La première scène nous ramène au cinéma réaliste et sarcastique du Berlin de 1925, mais à l'époque les metteurs en scène juifs et marxistes soulignaient trop avec l'insistance de leur race ou de leur secte les thèses qu'ils prétendaient illustrer. Chaque image semblait aussi vouloir attester leur génie. Der Herrscher est heureusement beaucoup moins philosophique et artistique, ce qui laisse le metteur en scène plus libre de sa tête dans ses observations. Nous sommes dans un cimetière à la fin d'un grand enterrement. Il tombe des cataractes. Le pasteur ne veut cependant pas retrancher un mot de son discours. La défunte est de Mark, la femme de Clausen, l'un des magnats du fer. Nous sommes bien placés pour faire en un clin d'œil le tour de tous les personnages. Voici le gendre de Clausen, les membres de son conseil de direction, agacés par l'inconfort de cette corvée, piétinant impatiemment la boue. Voici sa belle-fille, l'œil froid, la bouche pleine de morgue. Nous sommes déjà fixés sur leur vanité et leur sécheresse. La plus jeune fille de Clausen, Bettina, maladive, un peu contrefaite, étale une douleur bruyante, sincère mais morbide. Clausen, homme de 60 ans, haut, massif, rude, c'est Emile Jannings qui l'incarne, semble devant la tombe enveloppé d'une lourde rêverie. Nous savons, sans aller plus loin, que la morte ne lui a jamais apporté un véritable amour, mais qu'il déplore sa disparition de toute son âme. Enfin, le pasteur adresse les dernières condoléances. Ces messieurs de la famille poussent un soupir de soulagement. La fanfare ferme ses parapluies et vide ses trombones pour une ultime marche funèbre. On enchaîne sur un grand paysage d'usine, noyé et inhumain. Tous les traits de ce morceau, à la fois lugubre et burlesque, ont porté. Dans le vaste hôtel de Clausen, rempli de livres, de tableaux, de sculptures d'un homme riche qui a su vivre avec l'esprit, c'est aussitôt l'amère farce des retours d'enterrement. La bru guigne les bijoux de la défunte. Le gendre n'esquisse même pas un effort pour dissimuler son indifférence et n'a qu'un souci. Quand va-t-on s'attaquer au lunch ? Le lendemain, Clausen est aux prises avec les méprisables bonshommes de son conseil d'administration où trône en bonne place le gendre, plus fort de sa parenté que de ses mérites. Ces messieurs veulent la suppression d'un laboratoire de recherche coûteux, mais qui garantit à l'usine sa vitalité future. Les fantoches de la table verte ne voient pas si loin. Ils ne songent qu'à arrondir leurs dividendes, cependant estimables. Crève l'affaire après eux, peu importe, mais il faut qu'elle soit leur vache à lait. Clausen, tranchant et dédaigneux, les remet à leur place et va se réconforter auprès de ses machines, de ses ingénieurs, de ses ouvriers, qui tous estiment ce vrai chef. Il trouvera surtout franchise et intelligence chez sa nouvelle secrétaire, au point de l'aimer bientôt. Ici on sourcille, vers quel lieu connu allons-nous être entraînés ? Un film américain en pareil cas serait perdu. Mais l'aventure de Clausen et de la jeune fille conserve une grande dignité, une grande discrétion. Cet homme a bien le droit de refaire comme il lui plaît une vie qui n'a guère connu de plaisir. Cette liaison, surtout, hâte le drame. La famille feint d'être scandalisée, gémit que la mémoire de madame Clausen est outragée. Bettina, mystique, un peu toquée,
est toujours sincère. Les autres voient fuir l'héritage, car Clausen parle d'épouser sa maîtresse. Toute la bande est à ses chausses. Après une série de mufleries qui exaspèrent Clausen, il complote de le faire mettre en curatelle, voire interner, alléguant sa prodigalité, ses accès de colère démentiels. Mais Clausen a pour lui ses vrais collaborateurs. Le coup échoue. Clausen déshérite la meute et finira sa vie dans un travail fécond. Ce scénario pouvait fournir la matière d'une assez détestable pièce à thèse du type 1880, ce qu'il fut peut-être à l'origine, ou d'une banale tragédie bourgeoise. Mais le film est beaucoup plus proche de nous. C'est l'opposition des vrais et des mauvais patrons. Plus rien des idéologies plus ou moins atteintes du marxisme et vers quoi inclinait justement Hauptmann à l'époque des tisserands. Dans l'esprit le plus objectif, on dresse simplement l'une en face de l'autre, la richesse créatrice et la richesse parasite. L'exemple est bien choisi. Développé dans toutes ses conséquences, la maison Clausen est le type de ces dynasties industrielles, maîtresses de tant d'affaires, et qui vont souvent s'étiolant ou se corrompant par l'abus de népotisme, par le jeu des mariages, qui mettent à des places inexpugnables tant d'imbéciles ou de fripons. Le gendre est le portrait impitoyablement dessiné de l'inutile, infatué, égoïste, qui prospère dans bien des conseils d'administration. Ce n'est du reste pas une fatalité de classe. Le puissant et juste Clausen est un personnage des 200 familles. La bêtise, la mesquinerie, la cupidité règnent à toutes les échelles de l'espèce humaine. On note simplement et raisonnablement qu'elles sont encore plus dangereuses et révoltantes en haut qu'en bas. La qualité des principes se reconnaît à celle des œuvres qu'ils inspirent. Nous avons vu d'innombrables boyards grimaçants, épouvantails puérils à tête de bourreau dans les films soviétiques. Ici, le dessin est cruel, mais jamais caricatural. Des études de caractère poussées avec le souci de la vérité. L'hitlérisme totalitaire n'apparaît qu'à la fin, lorsque Clausen lègue ses usines à l'État. Les auteurs pensent-ils vraiment que ce soit un remède? On peut répondre d'ailleurs que Clausen n'a guère d'autre issue et que lui, il a confiance dans l'État. Pour sa facture, le film est comme on s'y attendait un peu lent, solide, plus proche de la coupe théâtrale que du cinéma. Ses mérites tiennent surtout au dialogue, qui va constamment à l'essentiel, et à une interprétation remarquable en tout point. On oublie parfaitement le Jannings outré et virtuose du cabotinage de quelques anciens films. Son jeu est à chaque instant un modèle de sobriété. Il n'a jamais été plus vrai et en somme plus habile. Un dernier mot. Par une ironie de son hypocrite destin, notre démocratie n'oserait jamais autoriser chez elle un film de ce ton. Seuls les régimes forts ne redoutent pas la vérité.